Quand une adolescente disparaît pendant un match de volley au lycée, tous cherchent désespérément où elle est allée. Lorsqu'elle est finalement retrouvée chez l'incident, une cascade d'injustices s'ensuit, écœurant toute la ville. Voici l'analyse fatale de la mort tragique de Cheryl Ferguson. Cheryl se dépêchait de sortir ce samedi matin pour ne pas être en retard. C'était son premier jour comme responsable de l'équipe féminine de volley-ball, et elles allaient à un match d'entraînement à plus d'1 heure de route. Cheryl était élève au lycée de Belleville et allait passer la journée au lycée de Conroe, au nord de Houston, Texas. 2 semaines après ses 16 ans, elle s'apprêtait à entamer sa première année de lycée en août 1980. Après être descendue du bus, elle a laissé ses affaires au gymnase à 9h15 puis est allée aux toilettes avant le match. Des concierges présents lui ont indiqué les toilettes les plus proches. Alors que Cheryl montait les escaliers, un concierge lui a indiqué le chemin. En atteignant la porte, la terreur l'envahit en sentant une poigne ferme sur son bras. À 9h30, l'entraîneur de Cheryl et ses amis s'inquiétaient. Elle n'était pas revenue et le match allait tout commencer. Plusieurs filles se sont promenées à sa recherche, mais elles n'ont trouvé rien. Le match a duré 1 heure et il n'y avait toujours aucune trace de Cheryl. Il était presque 11h lorsque l'entraîneur a organisé une fouille de l'école, avec les parents et plusieurs employés de l'établissement. Ils ont appelé la police et tenté de calmer les autres filles de l'équipe. Mais où Cheryl était-elle passée ? Clarence Brandley était le superviseur du service de nettoyage au lycée de Conroe, travaillant le samedi 23 août, 1 semaine avant la rentrée scolaire, et il restait de nombreuses tâches finales à accomplir par son équipe. Ignorant qu'il y avait un match aujourd'hui, il est allé à 9h15 ouvrir les fenêtres et portes du gymnase pour éviter qu'il fasse trop chaud. Henry Pease avait été en train de polir le sol du salon des professeurs, et 3 autres hommes, Sam Martinez, Gary Ackerman et John Sessim, terminaient à tâtons l'installation des tables et des chaises dans la cafétéria. Vers 9h45, en passant devant la cafétéria, Clarence, les bras chargés de papier toilette, a dit aux 3 gars d'aller au bâtiment professionnel et qu'il viendrait l'ouvrir dans 1 minute. En montant les escaliers, Gary a dit qu'une fille était dans les toilettes. Clarence lui a dit que ce n'était pas un problème, car il allait aux toilettes des garçons. Après avoir déposé le papier toilette, il est allé dans son bureau pour fumer une cigarette en écoutant la radio, juste pour passer le temps. Clarence veillait sur ses gars, puisqu'ils étaient venus un samedi pour faire des heures supplémentaires. Il voulait les occuper jusqu'au déjeuner pour qu'ils soient payés la journée entière. Dans le bâtiment professionnel, Clarence a ouvert l'atelier pour les gars, puis il est retourné au bâtiment principal vers 10h15. Il a aidé Henry à finir le polissage, puis ils ont réorganisé les tables et chaises de la cafétéria laissées par les autres concierges. Dans le bâtiment professionnel, il a dit aux hommes de finir leur journée vers 11h. Les hommes ont pris leur affaire et sont sortis vers leur voiture. Henry devait ramener Clarence chez lui, alors ils sont retournés dans l'école vers le bureau. Ils ont trouvé des gens partout en train de chercher et d'appeler le nom de Cheryl. La police était là, et les hommes ont été informés qu'une élève manquait à l'appel après le match de volley-ball. Henry et Clarence ont cherché près d'1 heure avant de découvrir quelque chose d'horrible. Ils avaient ouvert la porte du grenier où étaient stockés les accessoires de théâtre. Un rapide coup d'œil derrière quelques planches de contreplaqué révéla un fait dévastateur. Cheryl Ferguson était morte. Son corps était caché, complètement nue à l'exception d'une seule chaussette, et elle ne bougeait pas. Clarence a prévenu la police, puis s'est simplement assis dans l'auditorium. C'était irréel. Une fille avait été tuée tout près d'eux, sans qu'ils sachent ce qui se passait. Henry et Clarence sont allés au commissariat, ont raconté leur journée, ce qu'ils avaient vu, et donné des échantillons de sang. Ils tentaient de comprendre qui avait pu faire ça. Avaient-ils aperçu quelqu'un de suspect dans les couloirs ? Ils comprenaient être suspects, car ils travaillaient dans le secteur et avaient l'air de trouver le corps. Alors les 2 hommes ont passé un test au détecteur de mensonges lundi et ils l'ont réussi. Être soupçonné était effrayant, mais ils voulaient donc que l'affaire soit résolue. Pour Clarence, seul concierge noir parmi 5, c'était d'autant plus effrayant vu la fréquence du mot en haine entendu durant l'enquête. Quelques jours plus tard à peine, il a été arrêté. Clarence était stupéfait. C'était une grosse erreur, et il savait qu'une fois qu'ils auraient découvert qu'il avait vraiment fait, il serait libéré. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Clarence Brandley a passé les 10 années suivantes en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis.
Gary Ackerman n'était pas très enthousiaste à l'idée de travailler un samedi, mais il avait besoin des heures supplémentaires puisqu'il allait bientôt avoir un bébé. Il n'était pas proche des autres, mais il était content qu'un ami soit venu lui dire bonjour. James Robinson avait quitté son poste de concierge quelques semaines auparavant, mais il traînait de temps en temps dans les parages. James était quelqu'un avec qui il avait passé beaucoup de temps cet été, et il s'était retrouvé dans des situations douteuses au cours des derniers mois. James était quelqu'un qui faisait ressortir le pire en lui, et il n'était tout simplement pas assez intelligent pour s'en éloigner. Gary venait tout juste de finir de désempiler les chaises dans la cafétéria lorsqu'il vit un adolescent blond s'approcher d'eux. Elle a demandé où se trouvait la salle de bain la plus proche, alors il a grimpé les escaliers pour lui montrer le chemin. Il a essayé de dire quelque chose de drôle pour attirer son attention, mais elle ne semblait pas amusée. Il était submergé par une envie qui le poussait à continuer de monter les marches avec elle, à faire la conversation, tout en luttant contre le désir de la toucher. Gary était en train de coller cette jeune fille, quand soudain James monta en courant l'escalier pour le rejoindre. La fille d'Eddie s'était approchée de la porte de la salle de bain, et James attrapa le bras de Cheryl et la poussa dans la salle de bain. Elle a crié et supplié les hommes de la laisser partir. Ses cris étaient assez forts pour que John Sessim puisse entendre son appel affolé. Il a vu les hommes dans l'escalier avec elle, mais il doutait que quelque chose se passe vraiment. Il s'est tourné vers la cafétéria, espérant les voir descendre les escaliers d'un instant à l'autre. Les actes de Gary et James durant les 20 minutes suivantes étaient indescriptibles. Gary quitta calmement les toilettes, puis rejoignit John et Sam dans la cafétéria, attendant simplement que Clarence leur donne leur prochaine mission. Gary était secoué et commençait à réaliser la gravité de ce qui venait de se passer. À 9h45, Clarence descendit le couloir en portant du papier toilette pour les toilettes. Il se dirigea vers les escaliers et Gary lui cria après « Il y a une fille là-dedans ». Clarence avait prévu d'aller aux toilettes des garçons, donc c'était bon. Gary suivit les gars jusqu'au bâtiment professionnel pour attendre Clarence. Il était nerveux et troublé. Il avait participé à un crime répugnant et qui sait ce que James faisait maintenant. Soudain, il craignit que Clarence ne prenne trop de temps parce qu'il avait trouvé la fille. Il commença à dire aux autres gars que Clarence mettait vraiment beaucoup de temps dans les toilettes. Il était la seule personne qui était seule dans l'école. Les autres concierges étaient restés ensemble, en gros. Dès que Clarence a donné les clés pour entrer dans le bâtiment, Gary s'est vite excusé pour prendre un coca. Il a vérifié les toilettes et il n'y avait personne. Il est ressorti et a vu James près de la benne à ordures. Il jetait un sac de vêtements et Gary savait parfaitement d'où il venait prendre. Ils ont discuté brièvement, puis James est parti. Gary a rejoint les hommes dans le bâtiment, conscient d'avoir commis un acte vraiment maléfique. Quelques minutes plus tard, Clarence les a laissés partir pour la journée. John Sessom était son chauffeur pour rentrer chez lui et Gary lui a dit d'oublier tout ce qu'il avait vu aujourd'hui, l'a menacé de rester silencieux, puis lui a rappelé qu'ils avaient travaillé ensemble toute la journée. Gary est rentré chez lui, visiblement anxieux. Sa petite amie a aussitôt remarqué que quelque chose n'allait pas. Il leur a dit, à elle et à son père, une partie de ce qui s'était passé et qu'il savait que ses vêtements étaient non dans la benne derrière l'école. Ces vêtements ne seraient retrouvés que plusieurs jours plus tard, donc Gary avait des informations que personne d'autre ne connaissait. Lundi, Gary et les autres concierges ont été amenés pour faire une déposition. Ils ont tous raconté à peu près la même histoire, qu'ils travaillaient tous ensemble dans la cafétéria. Ils ont vu une fille aller aux toilettes et Clarence était monté à l'étage avec du papier toilette. John Sessim se souvenait de la menace proférée plus tôt par Gary et n'a pas mentionné ce qu'il avait entendu de la fille. Une semaine après l'arrestation de Clarence, on leur a demandé de traverser l'école et de raconter leur journée. Gary a rappelé à tous où ils étaient réunis. Il a ajouté que Clarence était seul dans les toilettes pendant qu'ils attendaient longtemps près du bâtiment. Professionnel. Techniquement, c'était vrai, mais Cheryl avait déjà été tuée à ce moment-là. Ce fut le dernier interrogatoire auquel Gary fut confronté pendant les 5 années suivantes. Bien qu'il ait été rapidement informé, même par le père de sa petite amie, il est resté en retrait pendant que Clarence était jugé puis condamné pour meurtre. Clarence avait enduré des procès, des décisions illégales, un procès annulé, une fausse condamnation et l'attente dans le couloir de la mort. À quelques jours de l'exécution. Après des années à lutter contre injustice après injustice, Clarence avait enfin un peu de répit. L'ex-petite amie de James Robinson a révélé qu'il était rentré chez lui juste après le crime et lui avait tout avoué. Il a fait ses valises et a quitté la ville.
Brenda pensait qu'il inventait juste des excuses pour ne pas l'aider. Elle n'avait que 16 ans à l'époque et était enceinte de 6 mois de son enfant. Il l'avait abandonnée. Elle n'a entendu parler de l'affaire Brandley aux infos que 6 ans plus tard. Elle a tout de suite compris que James ne plaisantait pas et qu'il était en fait le meurtrier. Sa manifestation a entraîné la réouverture de l'enquête par l'équipe de Clarence Brandley. Ils ont appris que la famille de Gary avait déjà révélé des informations compromettantes 5 ans plus tôt. Gary a été interrogé et a admis qu'il avait vu James attaquer et tuer Cheryl. Il l'a également vu se débarrasser de ses vêtements. As-tu vu ce que James était en train de faire? Ah, Ce qui l'a poussé à l'appeler maintenant? Louis Brown. J'ai vu Robinson sortir du côté à l'arrière du bâtiment principal et donner quelque chose. Un sac ici, Tu sais ce qu'il y avait dans le sac? au-dessus, et on aurait dit qu'il y avait des vêtements qui en sortaient. Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Je ne pense pas épargner ça. Croyez-vous que James Robinson a tué Cheryl Ferguson au lycée de Conroe le 23 août 1980? il pensait pouvoir témoigner, mais il est assez vite apparu que 2 hommes étaient probablement impliqués selon les preuves. Il a décidé de revenir sur sa déclaration, mais il était déjà évident que Clarence n'avait rien à voir avec le crime. John Sessim s'est manifesté avec la vérité, disant qu'il avait vu Gary et James attraper Cheryl Ferguson. Grâce à ces témoins, Clarence a eu droit à un nouveau procès en 1987. Après des années de requêtes absurdes, les charges ont été abandonnées et il a été libéré en 1981. Un homme complètement innocent avait perdu 10 ans de sa vie. La partie la plus révoltante de l'histoire de Cheryl Ferguson, c'est que James Dexter Robinson et Gary Ackerman n'ont jamais été jugés pour aucun crime. Toutes les preuves ont été volontairement détruites ou perdues, la première année après le crime. Il ne reste plus rien à tester pour l'acide désoxyribonucléique. Il s'avéra seulement que le meurtrier avait un groupe sanguin A, ce qui correspondait à Gary et James, mais pas à Clarence. Après la libération de Clarence, le procureur a renoncé à poursuivre Gary ou James faute de preuves. La justice a été complètement refusée à Cheryl et à sa famille.